Bonjour, je suis la sénatrice Bellemare. Je représente le Québec, en particulier le district d'Alma, qui est composé de la partie est de l'île de Montréal et l'île de Laval. Alors aujourd'hui, c'est notre deuxième capsule sur la réforme du Sénat. La première avait trait à ses pouvoirs. Alors aujourd'hui, on va voir comment il est possible de réformer certains aspects du Sénat sans toutefois avoir à amender la Constitution. Alors, la critique à laquelle nous allons nous attaquer est la suivante. Il y a beaucoup de gens qui disent que le Sénat, ce n'est pas très efficace. Sa valeur ajoutée est bien mince. Avec tous les pouvoirs que le Sénat a, il pourrait amender ou améliorer l'état des projets de loi. Alors, qu'en est-il vraiment de cette question en ce qui concerne les pouvoirs législatifs du Sénat et de cette seconde chambre de réflexion? Voyons les preuves des faits. Le Sénat canadien a d'immenses pouvoirs. Il peut rejeter un projet de loi de la Chambre basse comme il peut l'amender. Ça ne veut pas dire que les amendements qu'il va proposer vont être adoptés. Par contre, dans la Chambre basse, parce qu'il y a un va-et-vient qui peut s'effectuer entre les deux chambres, et malheureusement, au Canada, il n'y a pas de mécanisme de résolution de ces conflits dans le cadre des amendements. Ailleurs dans le monde, dans la plupart des pays, les Sénats n'ont pas de droit de veto absolu sur les projets de loi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rejeter un projet de loi comme on peut le faire au Canada. Ils ont un veto suspensif. Ça veut dire qu'ils peuvent suspendre l'adoption d'un projet de loi pendant un certain temps et s'engager dans une conversation avec la Chambre basse pour revoir le projet, l'amender s'il faut. Je vais vous donner un exemple. Comme le Canada, les États-Unis ont des pouvoirs absolus par rapport à leur projet de loi. Ils peuvent carrément empêcher un projet de loi d'être adopté. Le Royaume-Uni, par contre, ce pays dont on s'inspire, avait à l'origine les mêmes pouvoirs que le Canada, mais ils ont décidé par voie législative de réglementer le pouvoir de la Chambre des Lords. Et donc, en 1911, ils ont adopté la formule du veto suspensif. Ça a été demandé en 1945, où le veto suspensif est autour d'1 an. Par ailleurs, la Chambre des Lords ne peut pas refuser l'adoption de projets de loi qui sont dans la campagne électorale. Alors, au Royaume-Uni, actuellement, il y a 2 collègues qui en reviennent. Il y a eu en moyenne par année, ces dernières années, 4000 amendements que la Chambre des Lords a proposés à l'autre Chambre et qui ont été adoptés. Alors qu'ici, au Canada, depuis l'an 2000, il y a eu 13 amendements qui ont été proposés, endossés, et 2 rejets de projets de loi. Alors, on voit que dans les faits, effectivement, le Sénat canadien ne transforme pas, ne change pas beaucoup les projets de loi qui lui viennent de la Chambre basse. On peut se demander pourquoi le Sénat n'utilise pas davantage les pouvoirs qu'il a. En fait, il y a 2 raisons. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, j'en ai identifié 2. La première, c'est qu'évidemment, si le Sénat se mettait à s'objecter aux projets de loi qui viennent de la Chambre basse, que ce soit ceux du gouvernement ou des députés, bien, il y aurait une pluie de critiques qui tomberait sur le Sénat à l'effet que comment se fait-il que des sénateurs non élus refusent d'entériner des projets de loi de la Chambre qui est élue. Nous reviendrons sur cette question dans une autre capsule, la question d'un Sénat élu, mais pour l'instant, c'est une question qui empêche un peu les sénateurs de modifier les projets de loi. La deuxième raison, puis elle est assez importante aussi, c'est que généralement, les sénateurs font partie de lignes politiques et souvent, lors d'un vote, il y a une ligne de parti à suivre et ils vont respecter la ligne de parti, même si certains projets de loi, surtout ceux provenant des députés, qui ne suivent pas, qui n'ont pas été étudiés avec autant de rigueur par les juristes du gouvernement, mériteraient d'être amendés. Alors, cette façon de procéder fait en sorte que, souvent, on passe sous silence les perfections que l'on pourrait amener dans des projets de loi. C'est malheureux parce que c'est le devoir, néanmoins, des sénateurs
que de bonifier les projets de loi qui lui viennent de la Chambre basse. C'est son devoir constitutionnel. Il y aurait moyen pour le Sénat de procéder autrement pour l'étude des projets de loi, que ce soit les projets de loi du gouvernement, mais surtout les projets de loi aussi qui viennent des députés. Actuellement, les projets de loi sont étudiés en détail dans les comités. Et c'est l'étude en comité, c'est là que les articles par article sont étudiés et c'est là où sont trouvées généralement les erreurs s'il y en a. À mon avis, on pourrait avoir une étude des projets de loi plus rigoureuse si chacun des comités répondait toujours à une dizaine de questions que je vais vous donner, une dizaine de questions pour que le débat par rapport au projet de loi soit rationnel plutôt qu'idéologique. Cela aiderait tout le monde. Alors, quelles sont ces questions que l'on devrait regarder? Première question. Le projet de loi est-il conforme à la répartition des pouvoirs constitutionnels entre les provinces et le fédéral? Deuxième question. Respecte-t-il les dispositions de la Charte des droits et libertés? Troisième question. Est-ce que le projet de loi va à l'encontre des traités et des conventions signées au niveau national et international? Quatrièmement, va-t-il à l'encontre des intérêts d'une province ou d'un territoire donné? Cinquième question, porte-t-il atteinte aux droits d'une minorité ou aux droits des Premières Nations? Sixième question, le projet de loi brime-t-il indûment un groupe économique en particulier? Par exemple, les gens d'affaires, les travailleurs, les agriculteurs, les artistes, les professionnels. Septième question. Peut-on tenir compte des objections que les groupes ont présentées dans le cadre du projet de loi? Huitième question. La procédure suivie à la Chambre basse a-t-elle été démocratique et a-t-elle permis de faire les consultations nécessaires? Neuvième question. Y a-t-il un tollé général, en particulier auprès de la population? Et des accommodements sont-ils possibles? Enfin, le projet de loi est-il clair? Est-il bien écrit? Les versions françaises et anglaises sont-elles cohérentes? Y a-t-il des coquilles? Alors, en répondant à ces questions, les comités porteraient un éclairage bien précis sur les projets de loi, ce qui permettrait aux sénateurs d'exercer correctement leur mandat, leur devoir de rigueur, et ça permettrait aussi à la population de comprendre le travail des sénateurs. Alors, je propose qu'on fasse ce genre d'analyse systématiquement à l'étude de chacun des projets de loi. Et aucun amendement n'est requis. Il s'agit de le faire. Et c'est en le faisant qu'on va transformer la Convention. À mon avis, cette façon de faire mériterait d'être accompagnée d'une revue des procédures de va-et-vient entre les deux chambres lors de la proposition d'amendement. Il n'y a pas de formule de résolution des conflits actuellement au Canada, mais encore là, il s'agit de le faire. Il s'agit de s'entendre avec la Chambre basse pour voir à rendre les amendements possibles et plus rapides. Donc, en conclusion, il est possible de changer les pratiques au Sénat sans amender la Constitution. On peut le faire par convention, par exemple à l'étude en comité d'une manière plus structurée, une étude plus structurée des projets de loi. Et en faisant cela, accompagné évidemment d'une procédure de résolution des conflits, le Sénat rendrait compte à la population de ses décisions de manière claire et pourrait assumer ses devoirs constitutionnels. Alors, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez vous abonner à notre compte Twitter, dont l'adresse paraît en bas. Vous pouvez visiter notre site Internet également et nous laisser des commentaires dans les encadrés qui sont réservés à cet effet. À bientôt. Au revoir.